Dans le même manuscrit, Nzo Nikiema revient sur l'entretien accordé par le vieux Mfumbang à une télévision étrangère. C'était, rappelons-le, sa seule interview, et il s'y était montré littéralement sublime. Pour le désarçonner, le journaliste lui avait lancé avec brutalité. « Le gouvernement vous a donné de l'argent. Monsieur, tout le monde est au courant. Est-ce que pour ça, vous refusez de parler à la presse ?» « Non, monsieur, ce n'est pas bien de parler comme cela. Je n'ai pas touché d'argent. »« Mais on vous en a proposé, n'est-ce pas ?» Et lui, regardant le journaliste droit dans les yeux, « Non, monsieur, on ne m'a jamais rien proposé. » Face à son écran de télévision, seul dans son bureau au premier étage du palais, Nzo Nikiema s'était levé et avait crié avec admiration. « Nom de Dieu, quel homme! Quel homme !» Le souvenir de cette nuit eut sur Nikiema un effet inattendu. Il sentit, pour la première fois depuis son adolescence à Nimba, des larmes se former au bord de ses paupières. Cette émotion fut de courte durée. Il se suspecta presque de jouer aux âmes sensibles maintenant que tout était perdu. Émergeant du souterrain, Nzo Nikiema entendit comme un léger grincement au-dessus de sa tête. Il s'était peu à peu habitué au craquement des traverses de bois du plafond et au bruit que faisaient les serpents dans les hautes herbes autour de la maison. Mais celui-ci n'était guère familier à ses oreilles. Il resta immobile, laissant son alerte. Ce n'était rien. 2 pigeons en train de s'ébrouer sur la terrasse. Pendant ces quelques minutes, il n'avait eu qu'une idée en tête. Si des gens venaient l'arrêter, leur tirer dessus et les obliger à l'abattre. Il lui était de même arrivé de songer à mettre fin à ses jours. Cependant, il avait du mal à s'imaginer en train de se tirer une balle dans la tête ou, comme le faisaient bizarrement certains, dans la bouche. Même en sachant sa situation sans issue, il lui était impossible d'envisager cette extrémité. Il avait toujours eu une réelle admiration pour ceux qui pouvaient s'y résoudre sans être trahis par le tremblement de leurs mains au dernier moment. Il était 2 heures de l'après-midi et il venait seulement de se réveiller. Il savait d'expérience que le reste de la journée serait difficile à supporter. Après son repas, toujours frugal, de la viande en conserve et du poisson séché, des légumes bouillis et quelques fruits. Il allait devoir rester assis pendant de longues heures, peu à peu envahi puis étonné par son passé, étouffé par son passé. C'était encore pire certaines nuits. N'arrivant pas à toujours trouver le sommeil, il se retournait dans son petit lit jusque vers 8 à 9 heures du matin. Il vit un grillon se glisser entre 2 poufs. Il s'en approcha lentement et, retenant son souffle, se mit à l'observer. Il eut soudain l'impression que la bestiole venait de prendre conscience de sa présence, car elle marqua un bref temps d'arrêt avant de reprendre sa marche le long du mur. 2 petites fourmis se trouvaient sur son chemin. Nzo Nikiema se surprit à redoubler d'attention. Si on en juge par ce qui va suivre, la solitude eut parfois des effets désastreux sur l'esprit de Nzo Nikiema. Le fait que le grillon et les 2 fourmis rouges allaient forcément se croiser lui parut une occasion unique, inespérée, de savoir comment se déroulent exactement de telles rencontres dans le règne animal. Tant de drames secrets, songea-t-il, un peu exalté, ont lieu sous les yeux des humains, et ils ne savent même pas les voir. Le grillon allait-il dévorer les fourmis? Ou celles-ci allaient-elles le prendre en tenaille, ou simplement le harceler jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement? Comme certaines gazelles dont Nikiema se souvenait à cet instant précis, il se mit à guetter avec impatience l'instant fatidique.
Les gens comme moi aiment croire que la nature ignore la pitié et que les cris des suppliciés sur notre pauvre terre ne parviennent jamais au ciel. Le carnage n'a pas eu lieu et j'ai été un peu déçu. Le grillon a frôlé les deux petits points rouges et s'est engouffré dans un trou. Cédant alors à une brusque impulsion, j'ai écrasé les fourmis sous mes talons. Après avoir fait cela, j'ai un peu déliré à voix haute. Les fourmis étaient mortes parce que je me trouvais là sans l'avoir voulu, parce qu'il y avait eu la guerre civile. Après tout, j'aurais pu être ailleurs que dans cette petite maison en ce moment, à New York par exemple, en train de pontifier devant l'Assemblée générale des États-Unis, des Nations unies, sur les stratégies de développement accéléré. Ça traîne en chemin depuis des siècles le développement de l'Afrique. Les enfants meurent de faim ou dans des guerres et des épidémies. Et chacun le sait. Le gros problème avec les gens qui meurent, c'est qu'ils ne reviennent jamais plus en vie. Et ça, c'est trop dur. On ne peut pas rester les bras croisés. Alors on cherche des solutions et, justement, dans des bureaux climatisés de marraines, de jeunes économistes au front vaste ont trouvé la bonne riposte. Lui foutre le feu au cul, au développement, et qu'il aille plus vite que ça. Ah ah. Il m'aurait écrit ce discours d'enfer et là-bas, dans l'immeuble de verre de Manhattan, comme disent les journaux, tu lis d'une voix morne les mots confus de conseillers ambitieux. C'est l'affaire de leur vie, ils vont te trouver des mots imprononçables dans de vieux dictionnaires. Et tous ces gens te fixent avec leur regard de poisson mort. Pas un parmi eux ne croit le moindre mot de ce que tu racontes, et quand tu as fini, ils se lèvent et t'applaudissent à tout rompre. C'est à peine s'ils ne te demandent pas, ces sales fumiers en cravate du monde entier, de remettre ça. Mais je n'étais pas à New York, et les pauvres fourmis étaient deux victimes anonymes de l'histoire, les deux seules d'ailleurs que le chef suprême d'une armée en déroute, je pouvais me vanter d'avoir passé au fil de l'épée. Ou peut-être aussi qu'elles ont crevé, les deux pauvres bestioles, parce que toi-même tu as disparu, Mumbi. Il y a là une chaîne infinie de causes et d'effets qui voltigent dans tous les sens et qui finissent par m'innocenter totalement, bien que mon coup de talon fût rageur. Je l'avoue, tout à fait volontaire. Tu vois que cela commence à aller mal. Je déraille, comme qui dirait. Mais avec toi, je peux me permettre, tu es aujourd'hui la seule personne qui compte pour moi. Si je réussis à trouver des mots assez forts pour te convaincre que je ne suis pas un meurtrier d'enfants, je pourrais partir en paix. Et si je les trouvais, et je les trouverais ces mots. Et si tu me demandes pourquoi, je te répondrai en toute simplicité, parce que je suis innocent. Pierre Castaneda est l'assassin de ta fille. Et puis, tu commences à me gonfler. Si j'avais tué Kavina, j'aurais eu de mauvaises raisons, j'aurais eu de bonnes raisons pour le faire, et je n'aurais rien regretté. Et ton père, ce Nfumbang, qui nous a fait son cirque de l'homme du peuple incorruptible, serait déjà parti là rejoindre depuis longtemps dans l'au-delà. Je n'étais pas du genre à laisser quelqu'un emmerder tout le pays avec sa douleur, moi. De mon temps, ce pays était bien gouverné quand même. Attends voir, ils vont bientôt me regretter. C'est moi qui te le dis. Je peux aisément me faire une idée de leur rencontre dans la petite maison. Nzo Nikiema est au temps de sa splendeur. Il vient à peu près toutes les 2 semaines retrouver Mumbi Awele. La jeune femme l'accueille de mauvaise grâce. Aussitôt la porte ouverte, elle le dévisage d'un air hostile et s'écarte pour le laisser entrer. Après lui avoir vaguement dit bonjour, elle retourne dans son atelier, le visage fermé. Lui, encore anxieux de savoir s'il a été reconnu par le voisinage, ne prête guère attention à tout cela. Pendant qu'elle mélange ses couleurs, fixe ses cadres, ou fait à grands traits ses esquisses, il reste assis au salon. Il éprouve une certaine gêne à la déranger en plein travail.
Elle lui en veut. Mais Nzo Nikiema sait aussi que Mumbi est une personne foncièrement gentille. Il suffit de laisser passer l'orage. Elle finit toujours par changer d'attitude. En attendant, il parcourt d'un œil distrait les quotidiens qu'il a apportés. Ses photos sont sur toutes les pages. Il hait les journalistes qui l'insultent et il méprise les autres. C'est laudateur stipendié. Ce n'est pas une vie être président. Au bout de quelques minutes, elle revient lui proposer. Un café ou quelque chose de frais? Je n'ai que de l'eau. La question elle-même est un rituel. Il la sent se détendre au fil des minutes. Leur conversation, entrecoupée de longs silences, s'anime peu à peu. Tous les deux sont sur leur garde, et elle, lui semble-t-il, rumine sans cesse une colère rentrée. Un mot de travers, et elle explose. Kavina est partout autour d'eux. Je peux ajouter qu'ils ne parlent presque jamais d'eux-mêmes. Ça, il lui en sait gré. N'importe qui aurait essayé de lui arracher des confidences. Dans tous les pays du monde, les gens savent bien que leurs dirigeants politiques leur mentent de manière éhontée, et qu'ils, les dirigeants politiques, ne peuvent pas faire autrement. Alors, dès qu'un citoyen ordinaire en a un sous la main, il en profite pour le faire passer aux aveux. Il sait du reste à quel point le pouvoir fascine. Il voit chaque jour des inconnus qui n'ont aucune raison de le craindre perdre leurs moyens en sa présence. Ce lien intime avec le président Nikiema n'impressionne pourtant pas la jeune femme. Elle ne se sépare jamais de son air hautain et fier. Est-ce à cause des circonstances si particulières de leur rencontre? Il y a aussi bien sûr le meurtre de sa fille. Elle semble lui dire « Ce n'est pas la peine de te payer de mots, tu es un assassin d'enfants. » Cependant, une ou deux fois, il l'a surprise en train de l'observer à la dérobée. Quel secret de Nikiema cherchait-elle à percer? Elle seule sans doute pouvait le dire. C'est une prostituée. Elle vend son corps pour rien. De quoi acheter ses pots de peinture ou quelques mètres de toile. Là-bas, à Kisito, c'est elle qui entretient la famille. Le père Nfumbang, de vieilles tantes et des cousines. Elle s'est sournoisement intéressée à ce qu'on pouvait appeler sa cote dans le monde des arts. Pas terrible. Lui-même ne peut pas se dire bouleversé par ces tableaux. Mais il a la modestie d'avouer son ignorance en la matière. Il a parfois été tenté de lui donner de l'argent. Des sommes insensées en fait. Un peu par habitude. On lui en demande tout le temps, et il n'arrête pas d'en distribuer à son entourage depuis des années. Avec elle, il sent que ce serait un désastre. Certains jours, il a envie de lui demander si elle reçoit des hommes dans la maison ou si elle a une vie amoureuse normale, juste comme n'importe quelle femme de son âge. Quelque chose, à vrai dire, il ne sait quoi, retient toujours la question au fond de sa gorge. Nzo Nikiema redoute que ce ne soit, d'un seul coup, la fin de tout. Je n'ai aucun mal à reconstituer ce bout de conversation. Tu veux savoir si je me comporte comme il faut? C'est bien cela? Avec elle, Nikiema se sent très vite sur la défensive. Il répond tout penaud, en fuyant son regard. Non, bien sûr. Tu sais bien que ce n'est pas cela. Si je tenais à savoir, je ne t'aurais pas posé la question. Je sais bien, tu as les moyens d'espionner tout le monde. En tout cas, ma vie, c'est ma vie. Quand elle est fâchée, ou fait-elle seulement semblant de l'être cette fois-ci, elle est d'une mauvaise foi absolue. Elle lève les yeux vers elle, il lève les yeux vers elle, pour lui faire comprendre qu'elle est injuste avec lui. Il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté dans leur relation. Tant qu'il reste assis à parler de tout et de rien, elle ne semble pas tout à fait consciente d'avoir un sexe. Au début, 4 ou 5 ans plus tôt, elle lui a fait éprouver des troubles violents et passagers. Il faisait l'amour beaucoup plus souvent à l'époque. Elle hurlait alors des phrases sans tête ni queue. Il n'y attachait aucune importance,
D'après ce qu'il fait savoir, ce qu'il croit savoir, c'est un comportement humain banal. Les gens font l'amour pendant toute leur vie en poussant les mêmes cris désordonnés, juste pour eux-mêmes, sans la moindre prétention à la sincérité. Et pour dire la vérité, aucun des deux n'est le genre de l'autre. Entre eux, il n'est question à aucun moment de je ne sais quelle passion amoureuse. Mais certains jours, elle se comporte comme une folle et menace de venger, non seulement Kavina, mais aussi toutes les autres victimes de Nikiema. Elle le frappe avec tout ce qui lui tombe sous la main, et lui met sur le dos le meurtre d'Abel Mourigand, alias commandant Nestor, et celui plus lointain encore de Prieto da Souza, et à Varela et Mirindu. Toi et ton ami Castaneda, vous avez rasé tous les villages et massacré des centaines de milliers d'innocents. Personne dans ce pays n'a oublié cela. Notre peuple n'oubliera jamais. Au milieu de ses propres râles, il a un éclair de lucidité. Comment peut-elle mêler la mort de Kavina à tout cela? Ce sont des choses si différentes. Ferait-elle donc de la politique? Ça changerait tout. Ma petite salope, tonne-t-il à son tour. On peut toujours parler de ça, à Varela et Mirindu. Ils ont attaqué l'État, les armes à la main, et nous avons fait face, Castaneda et moi. Oui, mon ami Castaneda et moi, comme tu dis. Il se dit qu'elle va lui fracasser le crâne d'un instant à l'autre. Il se persuade peu à peu que telle a toujours été son intention et qu'elle le fera, pour une mystérieuse raison, pendant leur accouplement. Quand, une fois de retour au palais, Nzo Nikiema repense à ses heures de folie, il est sûrement frappé par ceci. S'il y a un semblant d'amour entre eux, avec cette violence charnelle inouïe, c'est seulement parce que la haine de Mobi Awele à son égard est restée intacte. Un jour, il l'attire contre elle dans l'atelier, ils restent enlacés, sexe contre sexe, leurs visages se touchent, presque, mais leurs regards se croisent et s'évitent. Au bout de quelques minutes, ils se détachent l'un de l'autre, un peu honteux. Jamais auparavant il ne l'avait sentie aussi fragile. Il en éprouve presque de la joie. Elle n'est pas indestructible, elle non plus. J'ai appris que tu étais parmi les réfugiés convergeant de tout le pays vers le fleuve Sassoon. Je t'ai imaginé en train de longer ses rives pendant des journées entières jusqu'à Niamina. Peut-être es-tu ensuite passé de l'autre côté de la frontière. Moi, je commence à m'habituer à mon trou noir là-dessous et même à l'aimer un peu. Hier soir, j'y suis resté plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Il te sera difficile de le croire, mais c'était juste pour mon plaisir. Ou presque. Le colonel Chroma et ses hommes me cherchent nuit et jour aux frontières. J'ai même pensé qu'il était impossible que l'on me retrouve un jour. Ou alors ce sera dans 3000 ans. Il y aurait des articles dans 2 ou 3 journaux. On a découvert à Jinkoré, dans les environs de la ville de Marraine, le tombeau d'un souverain du troisième millénaire. Il avait été enterré avec des boîtes de conserve et des bouteilles d'eau minérale. Ni or ni objet précieux. Civilisation matérialiste. Tout pour le ventre, les temps ont bien changé, hein? Mais n'allons pas trop vite en besogne, diraient aussi les savants. Car on a également trouvé dans ce tombeau beaucoup de documents écrits dans une langue très ancienne. Certains spécialistes pensent d'ailleurs que l'homme était non pas un monarque, mais un haut fonctionnaire, quelque chose comme un de ces scribes si austères de l'antique Égypte. Anatomistes et archéologues se perdraient dans des calculs complexes. Ils diraient n'importe quoi et son contraire. Mais personne sur Terre n'aurait assez de science pour les contredire. Et d'ailleurs, ma chère Mumbi, tout le monde s'en foutrait royalement. Après une guerre civile, les mercenaires se font payer et s'en vont. C'est la règle partout. Les nôtres sont restés pour faire des extras, en solo. Ils savent que, mort ou vif, le fugitif peut leur rapporter une fortune.
Je suis bien placé pour en parler, moi. Asante Chroma. Ils avaient complètement noyauté mes services. Nos indicateurs, et même certains de mes agents véreux, travaillaient au noir pour eux. Et entre eux, ces étrangers s'intoxiquaient à qui mieux mieux. Une belle pagaille au final. Et au moment où j'écris ces lignes, ça continue. Ils exhibent, dans les nightclubs de Marennes, leurs tatouages guerriers et racontent leurs exploits. Angola, Afrique du Sud, Libéria, Sierra Leone, ils s'envoient des quantités incroyables de whisky et pensent au jour où ils vont pouvoir appeler Castaneda. Ça devrait donner ceci. Ouais, je crois bien qu'il est dans mes parages, ton foutu négro. Ah bon? Il. Tu veux savoir s'il est vivant? Petit curieux, va. Plutôt oui. Je lui ai un peu désaxé la mâchoire, mais pour le reste ça va. Ne bouge surtout pas mon petit, j'arrive. Ça m'étonnerait. Tu sais même pas où je suis, mon gaillard. Mais tu vas me le dire. J'ai un ordre écrit du président Mwanké, l'État exige que lui soit livré ce prisonnier. T'es devenu cinglé ou quoi, mon petit Pierre? Je suis en contact avec la Croix-Rouge. Je vais leur remettre mon colis. À ce moment précis, Pierre Castaneda réprimerait un fou rire. Ah bon? Il faut que ce salopard s'explique devant la justice internationale, les droits de l'homme. Y a que ça de vrai, aujourd'hui. Au bout de quelques minutes, Pierre Castaneda dirait au type. Bon, on s'est amusé. Combien? Il y aura de longues négociations. À elle seule, la vidéo du meurtre de Cavina rapporterait des centaines de millions aux chiens de guerre. Et Pierre Castaneda, qui régnait sur les mines d'or et de marbre de la Cogémine, avait les moyens de payer. La suite paraissait nettement moins drôle à Nikiema. On vient de le livrer à Castaneda, l'homme cruel et vindicatif rêve de ce tête-à-tête depuis longtemps. Il le soumet pendant 2 jours aux tortures les plus insolites. Tant qu'il lui reste un souffle de vie, il lui faut couper une partie de son corps. Il lui fait couper une partie de son corps. Une oreille, la langue, le menton, n'importe quoi. Ce n'est pas facile à trancher, ce menton. Il est vraiment trop dur, patron. Fainéant. Il est assez long pour que ça marche. Essayez avec la scie à métaux, là-bas, sur la petite table. Voilà son putain de menton volontaire qui se pousse en avant. Allez, du cœur à l'ouvrage, actionnez plus fort. Sectionnez-moi ça. Je vous dis, et que ça saute.